À tous. Merci d'être présents pour cette présentation sur le droit du travail avec Maître Marie-Claude Rioux, avocate et associée chez Vaillancourt Rioux. Alors, le droit du travail, où en sommes-nous? C'est quand même un sujet important qui va évoluer, j'imagine, avec la COVID. Alors, je vous laisse la parole, Madame Rioux. Bonjour, j'espère que vous allez bien tout le monde ce matin. Alors, je suis avocate, je suis également conseillère en ressources humaines agréée. Et depuis le début de la COVID, j'ai travaillé à divers plans d'intervention en entreprise. J'ai couvert jusqu'à maintenant tous les secteurs d'activité, que ce soit commerce au détail, entreprise de services, agroalimentaire, etc. Donc, tous les secteurs de services ont été couverts. J'ai été à même de travailler les deux pieds joints dans la pâte là, à faire que ce soit les plans d'intervention, à répondre à diverses questions en droit du travail. Donc, je vais vous présenter un document qui rappelle les droits et obligations en temps de pandémie, puisque présentement, il fait beau dehors. Les gens... il y a beaucoup de déconfinement. Les gens se voient un petit peu plus en respectant les distanciations sociales dans la mesure où il faut les respecter. Et également, avec le beau temps, mais aussi le fait qu'il y ait moins de cas, on aurait peut-être tendance à laisser aller les mesures. Toutefois, je crois que c'est important de voir où nous en sommes et de se rappeler les mesures à mettre en place. On va commencer avec les droits et obligations des employeurs et des travailleurs. Je crois important qu'on se rappelle les droits et obligations puisque l'employeur a une obligation en vertu de la loi de voir à la santé et sécurité des travailleurs et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Ils doivent pour ce faire, entreprendre diverses mesures dans le cadre de la pandémie, que ce soit d'afficher clairement les mesures d'hygiène de base et de distanciation sociale à l'extérieur de l'entreprise comme à l'intérieur de l'entreprise. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas toutes les entreprises qui ont pris toutes les mesures, donc c'est important de le faire si vous ne l'avez pas fait. Donc, mettre des affiches claires. Il y a des affiches qui sont disponibles sur les sites de la CNESST. Notamment. Donc, je vous invite à aller voir. Également, instaurer des politiques claires d'application des mesures d'hygiène de base et de distanciation sociale au sein de l'entreprise est également important. Si vous n'avez pas une politique en place, il faut le faire également. Mettez en place une équipe de gestion de pandémie. Là, présentement, il y a moins de cas, mais on aura peut-être une autre vague. Donc, mettre en place votre équipe de gestion de pandémie, ça va être important de le faire si ce n'est pas fait aussi. Confectionner une liste des coordonnées des personnes en temps d'urgence au sein de votre entreprise, de même que de vos fournisseurs, vos clients, vos partenaires et autres. S'il vient qu'avoir un cas, à ce moment-là, si ça vient d'un fournisseur, vous allez avoir vos contacts en main. Mettez une communication efficace pour le bon fonctionnement de votre entreprise en période de pandémie. Restez à l'affût et à jour concernant les informations en lien avec la COVID, dont vos obligations légales et aussi les recommandations de l'INSPQ, qui est la santé publique, et de la CNESST, puisque ça change beaucoup. Informer vos employés de l'évolution de l'information va être aussi très important, dont les recommandations émises par l'INSPQ, la CNESST. Le fait que vous soyez là ce matin est un bon pas justement vers la communication, puisque on pense tout savoir, mais des fois des petits éléments qui nous échappent, qui est bien de se rappeler pour aller par la suite informer nos employés ou apporter les mesures correctives en entreprise. Maintenant, les droits et obligations des employeurs, évaluer les risques d'infection au sein de votre entreprise. Oui, en effet, on a les portes d'entrée qu'on sait que c'est bien important. On a vécu tout le monde, on est tous allés dans des épiceries. On a tous vécu la façon que c'est fait, les files d'attente à l'extérieur, etc. Mais vous-même, au sein de votre entreprise, il y a peut-être des espaces communs à haut risque de transmission que vous n'avez pas encore détectés ou ce qu'il peut y avoir des goulots d'étranglement qu'on appelle, comme les entrées de la cafétéria, les entrées des vestiaires.
Les espaces de travail où les employés sont postés à moins de 2 mètres. Donc, il faut encore évaluer les risques et voir au sein de votre entreprise qu'est-ce que je dois faire pour limiter la propagation de la COVID. Même chose pour les outils de travail, le matériel de travail, les appareils utilisés par plusieurs employés. Il faut limiter les risques, faire des procédures de désinfection. Si ce n'est pas fait, encore une fois, je vous invite à le faire. Les périodes d'achalandage aussi, à voir, et les surfaces fréquemment touchées par les employés ou les visiteurs au niveau de la désinfection. Même moi-même, je me promenais dans certains endroits et je voyais que, bon, avant, on avait des gens qui s'assuraient que les clients mettent du Purell, par exemple, à l'entrée. Maintenant, je me rends compte qu'il y a un petit relâchement à ce niveau-là, donc il faut pas relâcher. Maintenant, les droits et obligations de l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur peut-il me poser afin d'évaluer les risques d'infection d'un employé? Il est important, lorsque l'employé entre au travail, que vous lui posez les questions. À savoir, est-ce qu'il a voyagé à l'extérieur du pays dans les 2 dernières semaines? Est-ce qu'il est en contact avec une personne atteinte de la COVID? Est-ce qu'il y a des symptômes associés à la COVID-19? C'est important de demander les questions. Les questions, lorsque vous les demandez, vous n'êtes pas obligé de les mettre par écrit. Par contre, si vous les mettez par écrit, rappelez-vous que oui, il y a la COVID, il y a la loi sur la santé publique, mais aussi le droit à la vie privée. Alors, ces informations-là devront être gardées strictement confidentielles. S'il y a des réponses positives à ces questions-là, toujours appeler la santé publique, c'est bien important, ou appeler votre conseiller spécialiste soit en ressources humaines ou en droit du travail, qui va pouvoir vous guider. Mais de toute façon, quand il y a des symptômes, il faut toujours appeler la santé publique. L'employeur doit appliquer le protocole de quarantaine s'il y a des motifs raisonnables de le faire. Présentement, il n'y a pas de cas ou peu de cas. Par contre, lorsqu'il arrivera un cas, ça va être important pour vous d'avoir votre procédure là, bien claire. Là. Qu'est-ce que je fais en cas de COVID? Je vais vous en parler un petit peu plus loin. L'employeur a des obligations, le travailleur a aussi des obligations en vertu de 49. Donc, c'est important de mentionner aux travailleurs également qu'ils doivent participer à l'identification et l'élimination des risques d'accident de travail et de maladies professionnelles sur les lieux de travail. Donc, il faut les sensibiliser. Puis, ils doivent prendre des mesures pour protéger leur propre santé, sécurité et intégrité physique. Donc, oui, l'employeur a des obligations, mais vos travailleurs également. Donc, ça va être important de les sensibiliser et de leur dire qu'ils doivent également être proactifs. Maintenant, le travailleur, par contre, il ne doit pas exécuter son travail lorsque son état représente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou encore celle des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail. Donc, si un risque de danger, le travailleur peut à ce moment-là mentionner à l'employeur qu'il y a un risque et qu'il refuse d'exécuter le travail. Je vais vous en parler un petit peu plus loin du droit de refus. Que dois-je faire si je crois avoir contracté ou été en contact avec la COVID? Bon, ben, on sait que la COVID, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Si vous avez des symptômes, si vous avez été en contact avec une personne infectée, les gens ne doivent pas se présenter au travail. Ils doivent aviser leur supérieur ainsi que les ressources humaines. Donc, si vous n'avez pas une procédure claire à cet effet-là, ça va être important de le mentionner. Par contre, là, j'ai eu des cas récemment où les entreprises m'appellent parce qu'ils me disent « Ouais, mais Marie-Claude, mon employé m'a demandé des congés parce que c'est l'été, il fait beau. Puis, j'ai refusé son congé. Puis là, il me dit qu'il a mal à la gorge. Qu'est-ce que je fais? » Donc, ça va peut-être arriver cet été, justement, que les gens qui vont peut-être vouloir utiliser des symptômes pour mentionner qu'ils ne veulent pas entrer au travail. Par contre, dans des cas comme ça, je vous dirais qu'il faut quand même appeler la santé publique. Et la santé publique, lorsque vous allez les appeler, malheureusement, ces gens-là, s'ils présentent des symptômes de la COVID, oui, ils devront rester à la maison, mais ils vont peut-être devoir rester 14 jours à la maison. Donc, peut-être que justement, en agissant de la sorte, ça va faire en sorte de freiner les gens de prétendre à des symptômes de la COVID pour rester à la maison si finalement, ils ne peuvent pas rentrer au travail. Là. Mais c'est quelque chose qui risque de se produire là, cet été pour certaines entreprises.
Le droit de refus au travail, la loi, bon, il y a un droit de refus au travail. J'ai entre autres participé à différents articles en lien avec le droit de refus en temps de COVID. Ça prend un motif raisonnable pour le droit de refus au travail. C'est pas dans tous les cas qu'un employé peut dire je veux pas rentrer. Il faut qu'il y ait un réel danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique. Il faut que la personne elle soit exposée ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger. Donc, il faut que la personne soit exposée à un réel danger. S'il n'y a pas de motif raisonnable, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, la simple crainte n'est pas un motif. Donc, le droit de refus, également, là, si vous n'avez pas déjà vos documents, je vais juste vous montrer, c'est pas un partage d'écran, mais je vais vous le montrer comme ça. C'est des checklists qu'on fait là, et qu'on coche, là, mais on a également des checklists en lien avec le droit de refus. Dans le fond, si on a un droit de refus, la personne va écrire le motif de son droit de refus sur la feuille, suite de quoi l'employeur va discuter avec l'employé, va voir si effectivement il s'agit d'un motif raisonnable. Si, par contre, l'employé ce n'est pas un motif raisonnable, mais à ce moment-là, l'employeur peut refuser quand même. Et là, la CNSST, un inspecteur, va prendre en charge le dossier et va rendre le verdict final si le travailleur doit rentrer au travail ou pas. Alors, il y a un processus. Ce n'est pas au travailleur de décider s'il peut exercer son droit de refus. La loi dit aussi que le travailleur ne peut pas exercer le droit que lui confère l'article 12, dans le fond, qui est le droit de refus. Si le refus d'exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne, ou si les conditions d'exécution de son travail sont normales dans ce genre de travail qu'il exerce, comme un pompier qui dit qu'il fait un droit de refus parce qu'il y a des flammes. Donc, ça, c'est sûr que ça fait partie de l'exécution de son travail. Alors, c'est un danger qui est inhérent au travail. Alors, il ne pourrait pas exercer son droit de refus à ce moment-là. Maintenant, la CNSST, c'est elle qui prend en charge la question du droit de refus. Donc, le travailleur doit se prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé et sécurité, comme je vous ai mentionné. Puis l'employeur doit se questionner sur les facteurs de risque en présence à l'origine du besoin. Donc, c'est ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Si l'employé, suite au droit de refus, il refuse de se conformer, bien, à ce moment-là, l'employeur peut imposer des mesures disciplinaires ou administratives. On peut voir ce genre de choses-là dans les entreprises. Le non-respect des mesures mises en place par l'employeur entourant la pandémie de la COVID entraîne nécessairement des mesures et des avis disciplinaires si ce n'est pas respecté. On peut, si vous ne l'avez pas déjà fait, faire signer un engagement à l'employé, au travailleur, comme de quoi qu'il s'engage à respecter toutes les mesures mises en place par l'employeur et également qui comprend les conséquences du non-respect, qui comprend qu'il y a aussi des obligations. Ça les sensibilise à se conformer. Et également, les informer clairement qu'il peut y avoir des mesures disciplinaires si jamais ils ne se conforment pas. Pourquoi mettre tout en place, notamment puisque attraper la COVID en milieu de travail peut être un accident de travail. Donc, un travailleur atteint de la COVID peut faire une réclamation CNSST si effectivement il y a un diagnostic d'infection à la COVID. Et il peut faire une réclamation du travailleur. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on met tout en place parce qu'à ce moment-là, si tout est mis en place, l'employeur, tout dépendant des circonstances, pourra faire des démonstrations puisque oui, ça peut être un accident de travail, mais aussi, il pourrait y avoir contamination de clients, il pourrait y avoir d'autres mesures prises par la CNSST. Donc, en mettant toutes les mesures en place, ça démontre qu'on agit en type d'employeur prudent et diligent. Quelles sont les mesures à prendre? Je les ai repris rapidement là, pour être sûr que vous avez tout fait ça. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus que ça, mais je vous en ai mis quand même certaines là, pour, à titre d'employeur, à voir si vous avez identifié, contrôlé, éliminé le plus possible les risques. L'hygiène des mains, la plupart des entreprises l'ont déjà fait. C'est important de le faire. L'hygiène respiratoire, se couvrir la bouche et le nez et le bras lorsque vous éternuez. C'est important de le rappeler.
Il recommandait de porter un couvre-visage dans les endroits publics. Vous pouvez, à titre d'entreprise privée, exiger le couvre-visage dans votre entreprise. Vous pouvez le faire. Éviter les contacts directs, mettre les distanciations sociales de 2 mètres lorsque c'est pas possible d'avoir 2 mètres. À ce moment-là, mettre les mesures en place. Là, j'ai simplement mentionné rapidement que, à partir du 22 juin, la distance, ça va sûrement être réduite de 1,5 mètres. Et que comme il va y avoir des locaux de classe, des cégeps, des universités, des salles de spectacle et de cinéma qui vont ouvrir. Donc, à partir du 22 juin, surveillez ça. La distanciation sociale risque d'être moindre. Et aussi pour les enfants de 16 ans et moins, elle sera réduite à 1 mètre. Donc, vous voyez, ça change, ça évolue, il faut se tenir informé. Il faut toujours se limiter les déplacements entre régions, bien important. Et si vous êtes malade, évitez tout contact et restez chez vous. Alors, les vacances, on encourage l'économie locale. Les mesures à prendre dans les entreprises, j'ai repris plusieurs mesures pour que vous sensibilisiez, puis peut-être vous dire dans votre tête si vous les avez mis en place. Donc, contrôler les allées et venues, bien important, aux entrées et aux sorties, puis le nombre de personnes à l'intérieur de votre commerce. Puis aux besoins, comme on l'a vu, entre autres à la banque ou ailleurs, prévoir un employé attitré à la tâche aux entrées pour limiter et contrôler les entrées et les sorties. Afficher et appliquer les mesures d'hygiène, comme je vous ai mentionné, en mettant des affiches à l'entrée notamment. Fournir au minimum un distributeur de solutions à l'entrée. Éviter les files d'attente à l'intérieur, à l'extérieur. Aménager des barrières physiques lorsque la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Réaménager votre commerce pour maximiser la distanciation sociale. Afficher aux endroits stratégiques les rappels des mesures, puis installer des repères au sol pour la distanciation sociale. J'en ai d'autres mesures sur la prochaine, qui est de demander aux clients qui ont des symptômes, que ce soit de toux, de fièvre ou de difficultés respiratoires, de reporter leur achat ou encore de faire des achats en ligne. Il y a plusieurs entreprises qui ont fait un sens unique de circulation pour éviter que les clients se croisent. Ne pas offrir le service d'emballage. Chaque client devra emballer ses achats. Puis ne pas donner accès aux clients aux toilettes réservées aux employés, ce qui évite à ce moment-là qu'il y ait des risques de propagation plus importants. Lors des paiements de transactions, vous l'avez vu également, vous l'avez sûrement vécu, là, mais il faut quand même l'appliquer dans vos entreprises, qui est éviter d'échanger des billets de banque, des cartes, des coupons ou autres, de privilégier les paiements sans contact sur les terminaux fixes, désinfecter les endroits susceptibles d'avoir été touchés par le client, ainsi que le terminal de paiement, désinfecter les mains après chaque transaction, le port des gants, je vous le rappelle, on le rappelle puisqu'il y en a quand même qui pensent encore que les gants peuvent être une mesure de protection, mais les gants ne sont pas recommandés. Ils n'éliminent pas nécessairement le lavage des mains, puisque quand on se met des gants, c'est un faux sentiment de sécurité, puis les gens sont portés à mettre les mains au visage. Donc, ce sont tous des choses à faire. Dans le cadre des plans d'intervention, vous pouvez même faire des petites checklists là, si ce n'est pas déjà fait là, pour s'assurer que tout le monde respecte toutes les mesures. Aussi, les mesures à prendre lors d'échanges et transmissions de papier. Lorsqu'on mentionne, c'est de limiter dans la mesure du possible les échanges de papier, privilégier les documents électroniques. S'il y a des documents papier qui doivent être échangés ou manipulés, on dit de déposer les documents sur une surface propre pour transmettre et récupérer les documents respectant la distanciation sociale entre les individus. Ne pas partager les stylos, prévoir des stylos pour les clients, nettoyer les stylos avec un linge humide et du savon doux au besoin lorsqu'ils sont sales. Puis lors de la récupération des documents, les déposer dans une enveloppe ou les transporter dans un porte-document. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en télétravail, qui vont recommencer à revenir au travail. Donc, l'échange de documents, ça va être quelque chose à faire très attention. Lors de la manipulation de marchandises, ça aussi, ça vous prend une procédure claire si ce n'est pas déjà. Et informez aussi vos livreurs, ceux qui viennent, vos fournisseurs. Mettez une affiche à l'extérieur de la porte s'il le faut pour qu'il y ait une procédure claire à l'entrée.
identifier les personnes qui seront en contact avec les livreurs, les fournisseurs, puis toute personne venant de l'extérieur de l'entreprise, dans le fond, pour qu'il y ait le moins de contacts possible. Puis, ce qu'on préconise, c'est que les livreurs, les fournisseurs déposent la marchandise à l'entrée de l'entreprise à l'extérieur afin de minimiser les entrées dans le bâtiment des personnes qui ne travaillent pas dans le bâtiment. Déposer les marchandises sur des surfaces propres en respectant la distanciation entre les individus. Puis manipuler et entrer les marchandises dans les bâtiments seulement le lendemain, si c'est possible pour vous, ou au moins 3 heures après, parce que comme on sait que le COVID dure, malgré qu'il y a des études récentes qui ont été faites qui disent que ça dure peut-être moins longtemps qu'on le mentionne, mais ça a longtemps été dit que ça dure 3 heures sur les surfaces. Alors, peut-être à ce moment-là, attendre au moins 3 heures avant de manipuler la marchandise et la désinfecter si vous devez la manipuler maintenant. Puis tenir les opérations de manutention à l'écart des heures d'activité de l'entreprise, bien important, pour ne pas contaminer votre entreprise. Puis encore une fois, on limite les échanges papier lorsqu'on fait la manutention de marchandises, les livraisons, les bons de livraison, on essaie de ne pas manipuler ça, quitte à les mettre dans une boîte aux lettres à l'entrée, puis les prendre seulement à la fin. Lors de la manipulation d'aliments et la transformation alimentaire, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites sur l'hygiène et la salubrité alimentaire par le MAPAC. On doit porter des attentions particulières aux commandes manuelles de chaînes de production comme les leviers, les manettes, les boutons ou autres outils, appareils manipulés dans le cadre des activités de production. On sait que, ce qu'on dit, c'est que le COVID ne se transmet pas par les aliments. Alors, encore une fois, les gants à proscrire, sauf par contre si les gants doivent être utilisés normalement dans le cours des activités de l'entreprise. Puis, on doit se laver fréquemment les mains. Il y a beaucoup de questions-réponses sur le site du MAPAC. Là, donc, si vous êtes dans le secteur alimentaire, je vous invite à aller voir ce qui est mentionné. Puis, il y a également des fiches d'INSPQ. Lorsque vous offrez un service de livraison, le service de livraison, il y a beaucoup de choses quand même aussi. Il faut informer nos livreurs. Si vous pouvez favoriser le paiement de la commande avant d'aller chez le client, ça sera favorisé parce que ça limite les interactions. Puis encore une fois, c'est comme la manutention de marchandises. On va demander si c'est possible de déposer la livraison au sol ou sur une table en présence du client avant que le client la prenne. Ne pas entrer dans les résidences, ne pas exiger la signature du client, appliquer la distanciation sociale. S'il doit être en contact, il doit l'être de votre livreur moins de 15 minutes. Puis privilégier le paiement par carte, ne pas manipuler les cartes ou l'argent du client ou le cellulaire, donc éviter toute manipulation. Puis votre livreur, c'est sûr qu'il doit se laver les mains avant et après, bien important. Laver les terminaux de paiement également, ça va être pour les livreurs une chose à faire. Et s'assurer qu'il y ait toujours des solutions hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. Lorsqu'un client se présente avec des symptômes, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut arriver. Le propriétaire a des responsabilités, le propriétaire de l'établissement, puis il doit prendre les mesures qu'il juge nécessaires pour préserver la santé publique dans son commerce. Par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'une personne tousse qu'elle est infectée au virus. Donc, il faut faire preuve de civisme, puis il faut aussi voir à l'honnêteté des citoyens pour qu'ils respectent les consignes de la santé publique en cas de doute ou de contamination. Donc, c'est sûr, s'il y a des symptômes, toutefois, vous lui demandez de sortir de votre entreprise. Par contre, comme je mentionne, il faut quand même faire preuve de civisme, puisque ce n'est pas dans tous les cas que c'est un symptôme de la COVID. Favoriser le télétravail. Le télétravail, c'est une mesure alternative à la distanciation sociale. C'est une solution qui est sécuritaire et efficace. Lorsque les tâches le permettent d'avoir un recours au télétravail, on l'encourage. Par contre, il y a une question, entre autres, qui se pose, c'est est-ce qu'un accident de travail peut survenir si un employé est en télétravail? La réponse, c'est oui. Le lieu de travail de l'employé, la jurisprudence le dit à plusieurs reprises, ça peut être son domicile. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir une bonne politique de télétravail pour que vos employés
sachent exactement ce qu'ils doivent faire en télétravail, qu'ils doivent se rendre disponibles, quel genre d'outils qu'ils doivent avoir, et aussi que l'employeur se donne le droit dans la politique d'obtenir de l'information, peut-être même d'aller voir le lieu de travail de l'employé pour s'assurer qu'il soit sécuritaire. Parce que le lieu de travail de l'employé doit être sécuritaire, il doit avoir les bons outils de travail également. On voit des accidents de travail en télétravail, notamment, là, ça peut être un entorse lombaire, par exemple, en transportant une grosse boîte de dossiers, en travaillant. Puis quand c'est un accident de travail qui survient sur les lieux du travail, il y a une présomption d'accident de travail. Ça veut dire que l'accident, ça va être à l'employeur de démontrer que ce n'est pas un accident de travail. Alors, une bonne politique de télétravail pour éviter bien des problèmes. Il y a encore plusieurs autres mesures à prendre. L'employeur doit porter des attentions particulières aux signes et aux symptômes de détresse psychologique. J'ai pris la peine de le mentionner parce que oui, la COVID amène des problèmes physiques, mais au niveau psychologique, amène beaucoup de détresse. Donc, si vous avez une salle d'employés, mettez l'information pertinente concernant le soutien psychosocial, infosocial, qui est le 811, le centre de prévention du suicide également, Telle Aide, Écoute Entraide. Il y a différentes ressources que les employés peuvent avoir accès. Ce n'est pas tout le monde qui vit la COVID de la même façon et pour certaines personnes, ça peut les affecter grandement. Donc, si vos employés sont en télétravail également, toujours garder le contact avec vos employés va être bien important, d'autant plus que statistiquement, on dit que 40% des employés vont changer de travail en lien avec la COVID. C'est une statistique qui a été portée à mon attention. Alors, gardez le contact avec vos employés, peut-être leur transmettre justement de l'information par l'intranet ou par courriel pour les informer notamment là, de ces ressources-là. Puis ça démontre que vous prenez à cœur leur situation. Autre information, je l'ai porté à votre attention, certaines informations, comme par rapport au fait que, il y a souvent de fois, je me fais poser la question, est-ce qu'il est interdit aux personnes âgées de 70 ans et plus de continuer à travailler? C'est pas une interdiction, c'est une recommandation de rester à la maison, mais lorsque leur présence au travail est nécessaire, faut se poser la question à titre d'employeur, si c'est nécessaire, à ce moment-là, est-ce que j'ai mis toutes les mesures en place pour voir à la santé et sécurité de ces travailleurs-là? Puis est-ce que mon travailleur est en bonne santé? Si la réponse est oui, à ce moment-là, ces travailleurs-là pourront travailler. Aussi, je l'ai porté à votre attention que si l'employeur ne prend pas en charge les risques reliés à la COVID, et les directives émises par le gouvernement ne sont pas respectées, un inspecteur de la CNESST peut émettre des avis de correction. Fait que si vous dites, c'est bien beau, là, moi, je vais mettre juste un petit désinfectant, un petit liquide pour les mains à mon entrée, puis je vais mettre quelques affiches, mais je ne respecterai pas trop les distanciations sociales, je m'en occuperai pas trop, je vais avoir fait ce que j'ai à faire. Un inspecteur pourrait passer, il pourrait vous émettre des avis de correction, il pourrait même ordonner la fermeture du lieu de travail jusqu'à ce que les avis de correction soient faits. Alors, il faut prendre ça au sérieux, il faut mettre les mesures en place, d'autant plus il y a la question de santé du public, santé des employés, possibilité d'accident de travail, possibilité de réclamation de clients, possibilité de fermeture, donc il faut vraiment prendre ça au sérieux. Un employeur peut aussi exiger que le travailleur demeure chez lui s'il y a un risque. Donc, comme dans mon cas où la personne dit qu'elle a mal à la gorge, à ce moment-là, vous pourrez appeler la santé publique, suivre les directives, mais vous pouvez exiger qu'il reste chez lui pendant une période de 14 jours. La direction de la santé publique autorise la levée d'isolement et le retour au travail lorsque une période d'au moins 14 jours s'est écoulée depuis le début de la maladie sans phase aiguë, une absence de symptômes aigus depuis 24 heures, excluant la toux résiduelle, puis une absence de fièvre depuis 48 heures sans prise d'antipyrétique. Je voulais vous le mentionner, puisque des fois, on se demande, oui, c'est bien beau, mais s'il a présenté des symptômes, c'est quand il peut revenir au travail. Donc, c'est dans ces circonstances-là. Également, autre information supplémentaire, donc, je vous l'ai mentionné tantôt, mais l'employeur doit prendre des mesures pour garder l'information concernant l'état de santé de ses travailleurs confidentiels. Oui, on peut poser les questions
il faut poser les questions. Pas on peut, mais il faut poser les questions aux employés sur leur état de santé. Mais ces informations-là doivent rester confidentielles. Même chose si vous avez un cas de COVID, vous pouvez le mentionner aux employés qu'il y a un cas de COVID dans l'entreprise. Par contre, vous devez garder son nom confidentiel, à moins que le travailleur vous signe un document à l'effet qu'il est d'accord à ce que son nom soit divulgué. Mais à défaut, vous devez garder tout confidentiel. La prise de température n'est pas recommandée puisque les résultats ne sont pas fiables. Donc, il y en a qui le font. Entre autres, pharmacie à Rock-Forest, j'ai vu qu'ils faisaient la prise de température. Par contre, ce n'est pas nécessairement recommandé pour les entreprises. Comme je l'ai mentionné, les gants sont à proscrire puisqu'ils procurent un faux sentiment de sécurité. Un travailleur pourrait faire une plainte ou signaler une situation dangereuse auprès d'un inspecteur de la CNSST. Il y a un numéro de téléphone pour le faire, donc il pourrait anonymement faire une plainte. Puis s'il n'est pas possible de respecter la distanciation sociale, le travailleur doit porter un masque de procédure et une lunette de protection ou une visière. Ça, je voulais vous le rappeler parce que on se pose souvent la question, oui, mais je peux-tu mettre une visière seulement? Bien, la visière seule, ça va être seulement en dernier recours. Si je suis à moins de 2 mètres, la visière seule, c'est pas d'emblée. Si, par contre, on a un problème, qu'on ne peut pas porter un masque, par exemple, au niveau de notre santé, on a des problèmes respiratoires, bien là, à ce moment-là, on pourra mettre la visière seule, mais sinon, c'est le masque et la visière. Ensuite, si vous avez un secouriste en milieu de travail, il y a une fiche de l'INSPQ qui implique le secouriste. C'est possible pour vous de mettre dans sa trousse d'équipements de protection individuelle, des gants, protection oculaire, masque de procédure pour lui-même et pour qu'il puisse intervenir auprès des gens qui ont peut-être des symptômes ou qui sont atteints de la COVID. Ça va être bien important de le sensibiliser. Je vais aussi vous rappeler que si un employé a 3 mois de service continu, il peut bénéficier de 2 jours de congés payés au cours d'une même année pour remplir des obligations familiales en cas de maladie. Mais qui peut s'absenter 10 jours. Donc, je voulais quand même vous le redire là, parce que parfois, bien, dans des cas justement qu'un employé veut s'absenter, s'il dit le vendredi qu'il part à la gorge parce que vous lui avez pas donné son congé, mais là, il risque peut-être de ne pas être admissible à la PCU parce qu'il ne sera pas 14 jours sans rémunération. Fait que là, à ce moment-là, il va peut-être avoir 2 jours payés, mais l'employé va vite voir que ça ne sera peut-être pas nécessairement avantageux pour lui, là, à ce moment-là, de mentionner une telle situation, d'autant plus que si vous venez à découvrir que c'était pour aller faire une activité autre, bien, qui pourrait être sanctionné, vous pourrez faire des mesures disciplinaires. Je vais aussi vous dire qu'on ne peut pas faire payer ses vacances au lieu de les prendre. Il y a toutefois une exception. Si l'entreprise ferme 2 semaines pendant les vacances et que le travailleur a 3 semaines de vacances, bien, il peut demander à ce moment-là une indemnité pour sa 3e semaine de vacances. Les déclarations de cas de COVID, il y a tout un schéma. Ça aussi, ça va être important de voir, avoir une bonne politique en entreprise par rapport à ça. S'il y a une déclaration de cas de COVID, bien, première des choses, on contacte toujours la santé publique, on suit les recommandations, il ne faut pas s'interférer à la santé publique en ce sens qu'il faut leur laisser faire leur travail. Par contre, de votre côté, vous devez quand même faire votre petite enquête parce que ça peut être un accident de travail. Donc, faites une enquête comme si c'était un événement CNESST. Et là, vous appliquez la politique de prévention des maladies infectieuses de l'entreprise. Donc, je vous invite à en avoir une. Puis, vous exigez que l'employé reste à la maison pour une période de confinement d'au moins 14 jours. Donc, c'est plate parce qu'on ne peut pas avoir d'interaction. J'aimerais bien ça savoir comment vous procédez en cas de COVID dans votre entreprise. Mais ce qu'on dit, c'est que si un employé a des symptômes, bien là, on enclenche un processus d'urgence. Il faut vraiment isoler l'employé dans une zone d'isolement. Donc, il faudrait prévoir une zone d'isolement. Il faudrait lui fournir un masque et des gants à cet employé-là qui a des symptômes. Contacter la santé publique, suivre les recommandations. S'il y a certains employés qui maintiennent le contact avec la personne infectée, bien, ceux-ci devront aussi porter un masque, des lunettes et un gant. Lorsque l'employé va quitter la zone d'isolement, il faut retirer le matériel de protection. Il y a aussi une façon de retirer le matériel de protection qu'il faudra suivre. Si le matériel est à usage unique, bien, à ce moment-là, il doit être mis dans une poubelle sans contact.
Puis si on peut le réutiliser, il faut le désinfecter. Il faut toujours se laver les mains après. Puis l'employé, ben lui qui est infecté, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que l'employé, ben il sorte de l'établissement sans entrer en contact avec les autres, qu'il soit pris en charge. Si vous devez aller le porter, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être de désinfecter la voiture après. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on doive aller le porter soit chez lui ou à l'hôpital. Sinon, s'il peut conduire sa voiture, ben vous le laissez quitter. Mais bien important de nettoyer la zone d'isolement. Alors, vous allez devoir, si ce n'est pas déjà fait, avoir vraiment une procédure de désinfection, que ce soit en tant que COVID ou que ce soit une procédure de désinfection tous les jours. Là. Mais en tant que COVID, si c'est possible, on dit d'attendre au moins 3 heures avant de désinfecter la zone que le travailleur a passée, comme ça, et de fermer cette zone-là. Mais la santé publique va vous donner des recommandations à ce niveau-là. Alors, j'ai fait vite. C'est des informations générales que je voulais vous mentionner. C'est important d'avoir un plan d'intervention. Si vous n'en avez pas, il faut le faire. Il faut s'assurer que tout soit là et ça va faire en sorte d'éviter bien des problèmes là, au niveau, que ce soit de votre entreprise, au niveau de la santé des clients, la santé des travailleurs, puis éviter des poursuites éventuellement. Alors, je voulais faire ça rapidement pour que vous puissiez adresser vos questions aussi si vous en avez, puisque c'est ça, là, les choses changent rapidement, puis des fois, on n'est pas nécessairement à jour. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions. Est-ce que vous m'entendez? Non. Sam? Oui, on t'entend. Oui, OK. Alors, désolée, c'est parce que je ne me vois pas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous pouvez soit les poser ou nous pouvons aller vous chercher sur le chat pour faire en sorte qu'on vous voit à ce moment-là. Puis, il faut dire que la présentation que j'ai faite, c'est vraiment très succinct. C'est pour vous sensibiliser puis pour vous dire un peu ce qu'on en est, mais il y a tellement plus. Alors, est-ce que vous acceptez qu'on envoie la présentation aux gens qui sont présents ce matin? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Si jamais vous avez des questions éventuellement, n'hésitez pas à m'appeler. Okay. Parce que des fois, les questions peuvent être de toutes sortes. Là. Même on parle de travailleurs à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait, il y a beaucoup de cas particuliers. Alors, c'est sûr que j'en ai pas parlé là, mais il y a beaucoup de situations qui peuvent se prêter. Vous savez, comme les gens ne le savent pas, mais à la Chambre de commerce, nous sommes des commissaires à l'exportation. Alors, souvent, il y a des gens qui viennent nous porter de la documentation pour qu'on puisse signer. Et là, comme nous sommes en télétravail, ça m'a fait penser que vraiment, il faut inclure. J'ai fait une procédure avec les savons, je sors dehors, mais d'afficher à l'extérieur, la procédure peut être très intéressante. Alors, ça, je vais le faire. Et aussi, d'avoir un cahier de registre quand on va retourner au bureau, d'avoir un cahier de registre de signature à l'entrée des gens qui viennent. Donc, comme ça, s'il y a une deuxième vague, bien, puis qu'il y a quelqu'un qui a des symptômes, bien, on va pouvoir référer. Alors ici, j'ai une première question. Quels sont les meilleurs guides écrits pour toutes ces procédures et politiques à mettre en place? C'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire beaucoup de l'INSPQ et de la CNESST. La CNESST a des bons guides, l'INSPQ également. Par contre, il faut toujours tout adapter à votre entreprise. Alors, dans un premier temps, il faut voir les risques. Il faut s'assurer d'avoir bien géré les risques au sein de votre entreprise et s'assurer que tout le légal s'arrime. Alors, nous, ici, on a développé des outils de travail qui reprend les règles de l'INSPQ, de la CNESST. On peut toujours valider ce que vous avez fait. Je pourrais toujours valider ce que vous avez fait, mais sinon, au minimum, il faut regarder ce que fait l'INSPQ et la CNESST. Ils ont des trousses. La CNESST a des trousses, notamment par secteur d'activité, qui est une bonne base pour débuter un plan d'intervention. Parfait. Deuxième question, existe-t-il des modèles de politique de télétravail et de mesures d'hygiène de base en entreprise? La politique de mesures d'hygiène de base,
Encore une fois, c'est des choses que nous, on fait, mais on peut retrouver pour l'hygiène de base des grandes lignes sur l'INSPQ ou encore la CNSST, mais la politique en tant que telle, non. Alors, c'est à bâtir. Mais si vous avez des questions, je peux toujours réviser votre politique, il n'y a pas de problème. Là. Puis pour le télétravail également, je n'ai pas vu en ligne des politiques écrites là, de A à Z. Là. Pour les grandes entreprises de services qui ont plusieurs employés, je pense à les firmes comptables, est-ce que, bon, il y a un registre à l'entrée, après ça, tous les employés allés et sortis, donc un registre client puis un registre employé? Ils ont 2 registres. Oui, est-ce que c'est bien de faire ça ou il y a une clé qui fait en sorte que ça s'enregistre automatiquement pour les employés? Il n'y a pas de norme par rapport au registre. On ne dit pas nécessairement de tenir un registre à l'entrée. Ce qu'on mentionne, c'est pour les employés, c'est de dresser les questions quant à leur état de santé lors de l'entrée. La même chose pour les travailleurs. Si vous tenez un registre, tant mieux. La seule chose, c'est que si dans le registre, il y a des questions à répondre, faire attention pour la vie privée. Par contre, c'est ça. Si vous avez un registre visiteur ou travailleur, c'est une bonne chose. Mais comme je mentionne, faire attention pour la vie privée, mais ça va également faciliter, si vous avez un registre, le fait de retracer les gens si jamais il vient qu'avoir un cas. Mais ne pas négliger d'adresser les questions toutefois, là, malgré le registre, là, puisque c'est en adressant les questions qu'on peut savoir si on laisse entrer ou non quelqu'un et qu'on passe à la deuxième phase, qui est la phase de désinfection des mains. Là. Parce qu'à la base, si on répond oui aux questions, à ce moment-là, il faut se re-questionner quant à laisser entrer la personne. Si toutefois la personne doit absolument rentrer, bien, là, il va falloir lui donner un masque, il va falloir l'isoler. Alors, les entreprises devront avoir une liste également de matériel requis au sein de l'entreprise. Là. Vous devriez avoir des masques, il y a certaines choses que vous devrez vous doter, là, vous assurer d'avoir en tout temps. Okay, parfait. Alors, pour toute entreprise qui se fait un plan d'intervention, peut à tout le moins vous référer pour le faire vérifier? Ah, ben ça, c'est sûr. Si jamais vous avez des politiques aussi à vérifier, que ce soit de télétravail ou autre, plan d'intervention, ça me fera plaisir de jeter un coup d'œil pour s'assurer que tout est conforme. Puis aussi, ne pas oublier de titrer quelqu'un à la communication et aussi au suivi au sein de votre entreprise pour s'assurer qu'il soit évolutif. Parce que ça change à tous les jours, ça change à toutes les semaines. J'ai donné beaucoup de formations, entre autres, sur les annulations au niveau des hébergements. Comme je disais, le mois d'août, c'est loin. Là. On ne sait pas ce qui va se passer. Depuis mars, il s'en est passé des choses. Là. Alors, il faut voir les choses au jour le jour puis aller au jour le jour dans notre approche. Mais en gardant en tête qu'il faut garder nos mesures strictes parce que, oui, peut-être qu'il y a moins de cas présentement, mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Là. Alors, il faut faire attention. Peut-être nos... Il y a un certain pourcentage d'une deuxième vague. Oui, puis il faut dire que faire attention. C'est ça. Puis nos habitudes de vie vont peut-être changer à jamais aussi au niveau du travail. Quand je pense au télétravail notamment, d'où l'importance d'avoir une politique parce que c'est ça pour les employeurs, le télétravail. Bon, est-ce que mon employé travaille vraiment tant d'heures par semaine sur telle tâche? Est-ce qu'il faut avoir une bonne politique pour sensibiliser et par la suite, c'est plate, là, mais mettre les mesures disciplinaires qui s'imposent s'il y a lieu. Là. Okay. Oui, la vie d'employeur et d'employé va changer, a déjà débuté, le changement. Alors, écoutez, bien, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vous remercie beaucoup au nom des membres de la Chambre de commerce d'avoir voulu donner cette formation parce que c'est vraiment intéressant. Et si vous nous permettez, on pourrait le mettre aussi sur notre site Internet. Ben oui. Et puis faire du référencement de Vaillancourt-Rio. Puis également, comme mentionné, il y a tellement de sujets en droit du travail. C'est des sujets qui vous intéressent ou des questions, laissez-moi savoir. Ah, bon, mais on pourrait faire un court sondage à ce moment-là, effectivement. Exact. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, à tous, bonne journée, puis merci de votre présence.
Merci, bonne journée.